Bonjour, bonjour à tous. Vraiment ravi de vous avoir. Et je réponds déjà à une première question. Non, il ne fallait pas être chauve pour être présentateur donc, à ce webinaire, parce que c'est une question Et que tu Gilot nous as pourra en posée. témoigner, je crois. Non, si, un petit peu. Mais en tout cas, c'est mieux pour le détourage, en tout cas. Ça aide bien, ça a des avantages d'être chauve. Donc, bienvenue à tous. On est vraiment ravis de vous avoir parmi nous. C'est un sujet qui nous tient à cœur à Digital 113 de porter le Green IT. Et donc, l'IoT, ça nous tient aussi à cœur parce que c'est des sujets qui nous passionnent et moi particulièrement aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai la double casquette président de Digital 113 aujourd'hui pour introduire ce webinaire et j'interviendrai après sur la partie IoT. Donc, on a débuté toute une démarche au sein de Digital 113 sur le Green IT, sur le numérique responsable et durable. Ça fait déjà 8 ans que l'on pousse, que l'on met en avant tous les usages donc, du numérique responsable, donc notamment avec maintenant une démarche de labellisation pour nos membres. Et quoi de plus naturel que d'essayer entre la Factory, qui est le groupement des acteurs du numérique responsable au sein de Digital 113, et la Factory IoT, d'arriver à éclaircir un peu sur ce sujet de l'IoT. Est-ce qu'il est responsable et durable? Est-ce que c'est du greenwashing? Est-ce qu'on peut partager pendant 1 heure sur ces questions? Donc, on est en comité, on a voulu un mode très informel entre nous, entre professionnels, entre acteurs, que ce soit de l'IoT ou du numérique responsable. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, voire à ouvrir votre micro pour poser des questions si vous levez la main, si on peut vous donner la parole. Comme ça, au moins, ça sera très interactif. Le but, c'est que ce soit dynamique. Donc, qui est avec nous aujourd'hui? Donc, nous avons la chance, l'honneur et le privilège d'avoir deux autres personnes imminentes donc de ce monde de l'IT, de l'IoT et du Green IT. Donc, Gilot Malpart, qui est avec nous aujourd'hui, donc de Mavana, qui va nous parler un peu de sa vision et de son envie. Donc, il peut y avoir des débats houleux, hein. On ne le dit pas parce qu'on n'est pas forcément toujours d'accord avec Gilot sur la manière. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et nous avons Olivier Lacombe qui va nous parler après donc, de tout ce qui est éco-conception et réalisation des outils, comment on construit l'IT. Et moi, je vous parlerai un peu de retour d'expérience, d'exemples, de cas d'usage qui reflètent un peu l'IT. Donc, je laisse tout de suite la parole à Gilot pour faire une première vision de finalement qu'est-ce que le Green IT finalement, hein, d'où on part, où on veut aller. Donc comment on mesure finalement ce Green IT? Merci Manu, merci à tous d'être là. Alors, tu as parlé d'IT, mais le webinaire, c'est IoT. Est-ce que tu veux que je peut-être commencer par définir ce Oui, que c'est en IoT? donnant une définition déjà de l'IoT, parce que je pense peut-être que tous nos interlocuteurs ne savent pas quelle est la définition de l'Internet of Things, d'un objet connecté. Donc ce terme-là est assez galvaudé peut-être un peu en ce moment. Donc peux-tu nous redonner une définition un peu plus précise? Alors, je vais tenter. Ouais, alors, pareil, quand on fait une définition comme ça, c'est un exercice toujours difficile parce que je vois qu'il y a des professionnels de l'IoT autour de la table là. Mais sans vouloir offenser qui que ce soit sur la complexité de ce que c'est, je vais essayer de simplifier. En tout cas, ma définition de l'Internet des objets, donc IoT comme Internet of Things, en anglais Internet des objets, c'est un système où on a des objets matériels, physiques, qui se connectent qui s'interconnectent à des réseaux pour pouvoir échanger des informations dans un sens comme dans l'autre. Parfois dans un seul sens, parfois dans les deux. Et c'est cette capacité à se connecter à un système de réseau, quelle que soit la nature du réseau, pour échanger des services connectés qui définissent le fait que l'on est en train de parler d'un système IoT. Alors, dans la bouche des professionnels de l'IoT, comme peut l'être Emmanuel par exemple, on va parler de contrôle à distance, parfois de télématics, de domotique ou de télégestion d'un bâtiment. Dans la bouche du grand public, quand on parle d'IoT, on entend souvent la montre connectée, le drone, etc. Tout ça, c'est de l'IoT. Peut-être qu'aujourd'hui, on va parler d'IoT qui concerne un peu plus le B2B, le monde professionnel que le monde grand public, mais qui sait, peut-être qu'on va élargir un peu vers là.
Manu, ça te va comme définition ou est-ce que tu veux ajouter autre chose? Parce que bon, Synops, vous êtes quand même des pros Non, des sujets. ça me va. On parle, alors en fait, l'IoT, ça remonte depuis des années, hein. Donc, le premier objet connecté, c'était l'iPhone. Souvent, on dit que c'était depuis 2007. On parle plutôt de ces terminaux mobiles aussi, hein. Les smartphones sont un objet connecté et c'est celui qui est vendu, qui est le plus connu finalement et qui est le plus complet. Mais après, il y a une démocratisation aussi. On en parle de plus en plus. Pourquoi aussi? Parce que maintenant, le coût, la miniaturisation, les usages et les réseaux permettent donc de diversifier ce qu'on peut en faire, comment on peut les utiliser, à quoi ils vont servir, et on retrouve dans la vie de tous les jours. Donc, je suis d'accord avec toi qu'on va plutôt focaliser sur le B2B, sur le monde de l'entreprise, parce que c'est là où il y a le plus grand nombre d'objets connectés. Même si on parle d'objets grand public, on entend beaucoup parler, mais quand on parle de compteurs d'eau, de véhicules connectés pour le monde professionnel, c'est les milliards d'objets connectés qui vont arriver sont plutôt côté grand public. C'est là qui va nous intéresser, puisque l'impact il est plus important avec eux. Et c'est là où je peux quand même rappeler, Emmanuel, je suis d'accord avec toi que c'est l'iPhone qui l'a démocratisé, mais est-ce qu'on se souvient qu'en 1980, en fait, c'est Coca-Cola qui a sorti un des premiers produits qu'on peut appeler un objet connecté, et c'était un distributeur de stock de boissons qui, lui, était connecté à un réseau et qui permettait à Coca-Cola notamment d'avoir l'état du stock de la machine. Et là, on peut quand même, on est quand même bien plus tôt, puisqu'on est 27 ans plus tôt que l'iPhone. Et c'est ça. Alors, il y a eu d'autres itérations, hein, des grippins en 90, ou encore, on s'en souvient tous, les petits lapins Napstanase, qui étaient les premiers à faire vraiment des… On est en 94, là, hein. Donc voilà. C'était Oui. juste pour la petite histoire des objets au terme industriel, donc B2B. Je pense que c'est vraiment Coca-Cola qui avait initié la chose. Ouais, merci de le préciser, Olivier. Et d'ailleurs, quand je parle de système de réseau, il n'y a pas que les réseaux sans fil. Non. Donc, avant largement l'avènement des réseaux GSM en Europe ou UMTS, CDMA en Amérique du Nord, par exemple, il y a plein de systèmes IoT qui utilisent des réseaux filaires. Tu as parlé de Coca-Cola. Quand j'ai démarré dans l'IoT, c'est-à-dire en 2003, il y avait déjà comme exemple pris par tout le monde Konica, enfin les imprimantes connectées. Konica Minolta notamment avait lancé un service où ils arrêtaient déjà de vendre l'imprimante ou le papier et commençaient à vendre les impressions parce que leurs imprimantes étaient capables de remonter le nombre d'impressions qui avaient été faites par les entreprises. Et ça, ce sont déjà des cas d'usage de l'Internet des objets. Après, on pourra discuter ensemble, je pense qu'on va le faire, sur la pertinence de tel ou tel cas d'usage d'un point de vue environnemental, parce que c'est un peu l'un des sujets quand on parle d'IoT responsable et durable. Mais ouais, ça existe depuis très longtemps. Et peut-être pour illustrer pour les personnes qui sont un peu plus loin que nous du monde de l'Internet des objets, quelques cas qu'on trouve au quotidien autour de nous, ce sont les luminaires publics dans une ville. Il y a très peu de villes en France où les luminaires publics ne sont plus télégérés. Là, on parle d'Internet des objets où les points lumineux sont connectés à un service centralisé au sein de la municipalité ou d'une délégation de service public pour pouvoir superviser une ampoule qui est cassée. On sait à quel endroit elle est cassée et on envoie quelqu'un, alors qu'avant, on attendait qu'un citoyen soit mécontent et appelle la mairie. Tu prends déjà un de mes cas d'usage. Ouais. Pardon. Et je trouve ça super intéressant, Gillo, que tu parles de ça, parce que derrière, en fait, ces empreintes, enfin, tous ces luminaires, ils ont une empreinte environnementale. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que c'est l'empreinte environnementale, notamment de l'IoT, puisque là, tu parlais de luminaires. Tout à fait. Alors, quand on parle d'empreinte environnementale, il ne faut pas le confondre avec l'empreinte carbone, qui est l'une des notions les plus connues aujourd'hui, qui a été démocratisée pour plusieurs raisons, notamment parce que certaines personnes qui ont pignon sur rue ont pu démocratiser l'approche empreinte carbone, et c'est très bien. Également, on a beaucoup parlé en France depuis la COP21 des trajectoires climatiques, etc. Donc, on commence à connaître un peu plus. Je dis bien en France, ça ne veut pas dire que tout le monde le connaît. Cela dit, empreinte environnementale, c'est la même chose que l'empreinte carbone, mais sur beaucoup plus de dimensions.
L'empreinte carbone, c'est une dimension d'un indicateur environnemental qui quantifie ce qu'on appelle la dimension changement climatique. Et après, je pourrais revenir un peu plus sur ce que c'est que l'empreinte carbone de manière générale. Mais la dimension changement climatique est une dimension parmi quelques dizaines qui sont utilisées par les professionnels de la quantification environnementale. On appelle souvent ces personnes-là des ACVistes parce qu'ils pratiquent l'analyse de cycle de vie. Et l'analyse de cycle de vie, c'est faire un bilan de tous les impacts, toutes les externalités environnementales depuis la fabrication d'un bien ou d'un service jusqu'à la fin de vie de ce bien ou de service. Donc, quand c'est un bien matériel, on parle de la remise en déchets ou si c'est un service, de son décommissionnement. Et ça passe par le fait de le fabriquer, de le distribuer, de l'installer, de l'utiliser et ensuite de le décommissionner. Donc, analyse de cycle de vie, pardon, ça prend en compte toutes ces phases de la vie d'un bien ou d'un service. Et quand on parle d'Internet des objets, on parle bien sûr de toute sa fabrication et tout ce qui vient en amont, c'est-à-dire l'extraction des matières premières, l'énergie utilisée à fabriquer l'objet, l'énergie et les choses qui sont nécessaires pour pouvoir distribuer cet objet, l'installer, l'utiliser et peut-être le désinstaller un jour. Et dans les empreintes environnementales, il y a donc changement climatique, une dimension carbone. Il y a également une dimension où on compte les minéraux et les métaux qui sont utilisés pour fabriquer, utiliser et gérer la fin de vie de ce produit. Ces minéraux et ces métaux, un peu comme pour les gaz à effet de serre qui sont toutes quantifiés avec un élément qui s'appelle le carbone, les minéraux et les métaux sont toutes quantifiés avec un élément du tableau périodique qui s'appelle l'antimoine. Et cette dimension-là, on l'appelle souvent les ressources abiotiques, comme étant les ressources qui ne sont pas issues de la biologie. Ça, ce sont deux dimensions. Il y a également l'utilisation en eau. Ça, je pense que tout le monde est un peu au courant aujourd'hui de la pression sur les réseaux hydrauliques, on peut l'appeler le stress hydrique. Donc, c'est une troisième dimension, c'est l'utilisation nette en eau douce. Et puis, de manière conséquente, il y a les dimensions sur les pollutions. La pollution de l'eau, la pollution de l'air. Il y a les radiations ionisantes, qui sont une des dimensions particulièrement au sein de l'IoT. Radiations ionisantes, pour ceux qui s'en souviennent, dans les années 90, il y avait un débat sur est-ce qu'on met le téléphone ou pas à côté de la tête, est-ce que ça va nous cramer les cerveaux ou pas. C'est parce qu'on avait identifié qu'il y a un rayonnement électromagnétique du téléphone mobile qui peut provoquer des perturbations, ce qu'on appelle des radiations ionisantes. Alors, c'est pas très grave quand on met son téléphone à côté du cerveau, parce que c'est pas ça qui va nous donner a priori des cancers, si ce n'est à rester vraiment très longtemps et de manière très fréquente auprès de ces antennes et de ces émetteurs. Par contre, les radiations ionisantes ont quand même un impact parce que ce sont quand même des radiations qui sont émises et en très grand nombre, de plus en plus, dans les environnements naturels. Bon, je ne vais pas tous vous les lister puisqu'il y en a une vingtaine des indicateurs environnementaux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, on pourra en discuter plus tard. Mais je viens de vous lister les indicateurs qui sont les plus prégnants quand on parle de numérique et notamment d'Internet des objets. Et comment je dis les plus prégnants, c'est qu'il y a en début de cette année une étude qui a été sortie conjointement par l'ADEME et l'ARCEP. Donc l'ADEME, le bras armé du ministère de la Transition écologique, et l'ARCEP, qui est l'autorité qui régule, entre autres, les télécoms, pas que les télécoms, il y a également la Poste, etc. Mais ces deux entités-là ont mandaté des cabinets pour travailler sur l'empreinte environnementale du numérique en France. Et pour vous la faire très courte, et si ça vous intéresse, on pourra peut-être poster un lien vers un article que j'avais rédigé un peu plus tôt cette année qui faisait un résumé de tout ça. Le numérique en France, c'est principalement, en termes d'empreinte environnementale, c'est principalement l'empreinte carbone pour toute l'énergie utilisée, les ressources abiotiques, c'est-à-dire les minéraux et les métaux, et les radiations ionisantes qui sont les plus impactantes. Quand on parle d'autres domaines d'activité comme le transport ou
ou comme le bâtiment, on va parler d'autres impacts. Mais pour l'IoT, donc qui est un sous-ensemble du numérique, il y aurait dans le monde un peu plus de 34 milliards d'objets connectés, selon la définition qu'on a donnée un peu plus tôt. Il y aurait en France 24 millions d'objets connectés sur des réseaux cellulaires, et uniquement cellulaires, c'est-à-dire les réseaux 2G, 3G, 4G. Et sans prendre en compte les objets connectés autres, c'est-à-dire les puces RFID, les objets qui sont uniquement connectés en Bluetooth, etc. On parle déjà de 24 millions d'objets connectés. Et ces 24 millions d'objets connectés, pour la plupart, transitent des informations sur des réseaux publics, donc des opérateurs, hein, Orange, Bouygues, SFR, etc. Et pour la petite histoire, pour ceux qui aiment les chiffres, 1 gigaoctet transféré sur un réseau mobile en France, en moyenne, je dis bien en moyenne, ça équivaut à 50 grammes de CO2 équivalent, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'1 kWh. Donc, quand on consomme 1 kWh d'électricité dans la maison, c'est à peu près les mêmes émissions carbone que 1 gigaoctet transféré sur des réseaux mobiles. Pour donner un ordre d'idée sur la dimension empreinte carbone. Tu m'as posé une question très simple, Olivier, mais je vois que ça fait longtemps que je discute, que je parle. C'est Voilà bien, on voit que c'est un sujet qui te passionne. Tout à fait. Donc, pour résumer, hein, empreinte environnementale, c'est entre 3 et 20 indicateurs qui sont pris en compte par les ACVistes en fonction de l'objectif. Chez Mavana, on n'a pas présenté les intervenants, mais chez Mavana, on est un cabinet qui conseille les entreprises sur leur réduction d'empreinte environnementale et on apporte des solutions, en tout cas des idées de pistes d'action qui utilisent le numérique et notamment des objets connectés. Et dans les indicateurs qu'on prend en compte de manière prioritaire pour les clients, c'est réchauffement climatique, donc carbone, CO2 équivalent, ressources abiotiques, donc les minéraux et les métaux, utilisation nette en eau, et quand il y a besoin, dans des cas très particuliers comme la santé ou autre, on peut prendre en compte radiation ionisante, mais ce n'est pas le plus important, c'est les 3 précédents que j'ai mentionnés. Voilà. Si on t'écoute, Gilot, pour limiter finalement l'empreinte carbone, en fait, il ne faut pas utiliser d'objets connectés, parce que ça consomme. Alors, donc, c'est comme finalement la voiture, elle consomme, donc la meilleure voiture qui est la plus écologique, c'est celle qu'on n'utilise pas. L'ordinateur qui est le plus écologique, c'est celui qu'on ne fabrique pas. Mais dans la vie, là, actuellement, je rebondis, mais si on n'avait pas les objets connectés, on ne saurait pas qu'il y a un réchauffement climatique. Parce que finalement, le suivi de ce réchauffement climatique depuis des années, c'est parce qu'il y a eu des bouées en mer truffées de capteurs qui ont été lancés sur toutes les mers, qui ont mesuré le Gulf Stream et qui ont vu cette augmentation donc, de la température de l'eau. C'est parce qu'on a envoyé aussi des satellites qui mesurent et qui permettent donc d'identifier les impacts finalement de l'homme. Et c'est là où on dit, OK, on en a besoin quand même de cette technologie pour arriver à limiter, pour arriver à agir dessus. Et finalement, ce qui ne se mesure pas ne se change pas, donc on en a besoin. Donc, par contre, là où il va falloir avoir, c'est cet équilibre, ce paradoxe qu'on va avoir et entre le choix d'un objet qui va nous permettre donc d'avoir l'information pour éviter des gaspillages, éviter de la surconsommation, éviter et agir là où on peut agir sur réduire les coûts. C'est le cas, par exemple, là, je peux rebondir sur des cas d'usage, si tu veux, sur des exemples, comme dans le bâtiment. Dans le bâtiment, tu parlais du bâtiment tout à l'heure, 44% de l'énergie le bâtiment, le secteur du bâtiment, c'est 44% de l'énergie consommée en France. Donc, c'est le suivi de la consommation d'eau derrière. Donc, il faut des capteurs pour suivre si il n'y a pas une fuite d'eau, si on a combien on consomme d'eau sur des bâtiments. C'est le suivi, on parle souvent de l'électricité actuellement ou du gaz. Derrière, si on n'a pas de remontée d'informations pour suivre quelle est la consommation réelle, donc est-ce que c'est au bâtiment, est-ce que c'est
plus précisément. Mais ça, maintenant, nous, on a vu, pour un exemple, on a équipé un lycée. Rien qu'en équipant d'un compteur d'eau, on a mesuré qu'il perdait 2 mètres cubes d'eau par jour. Donc, tout de suite, c'était une vision de fuite, en fait. Et donc, finalement, là, c'est déjà d'optimiser, pas de réduire la consommation, mais déjà d'éviter d'en perdre. Donc, et c'est pareil pour l'électricité. Nous, on a des réglages sur des bâtiments de chaudière, rien qu'en mesurant ce qu'on appelle la courbe de chauffe, donc d'une chaudière collective, derrière, ils ont pu régler et régler à distance, comme tu disais, c'est 17% d'économie sur la facture d'électricité. Et la facture d'électricité se transforme donc en émissions donc de CO2 en moins. Donc, on voit déjà qu'on peut arriver à mesurer ça. Et après, rien que dans le bâtiment, sur l'optimisation des équipements, la mesure a fait, on a vu chez certains bailleurs sociaux qui ont des équipements qui peuvent être anciens, d'optimiser leur changement d'équipement et de leur faire économiser jusqu'à 40% sur leur de consommation parce qu'ils avaient maintenant des dispositifs qui étaient beaucoup plus vertueux dans la consommation, qui arrivaient à s'autoréguler et qui étaient moins des passoires. Et après, il y a un autre aussi phénomène qu'on voit dans la réduction d'empreinte carbone, c'est d'éviter aussi, en indirect, aux techniciens de se déplacer pour rien. On voit souvent, ils font des tournées avec leur véhicule, c'est-à-dire je relève le compteur, je vais voir si tout se passe bien. Rien que le fait de connecter des équipements permet donc d'éviter un déplacement de technicien, un ou plusieurs dans la journée, dans le mois, dans la semaine. Et imaginez sur le nombre de techniciens, le nombre de bâtiments, tout ça, c'est des kilomètres en moins de véhicules thermiques, qui sont pour l'instant la plupart thermiques, et un déplacement, en plus, c'est des économies aussi importantes en argent, hein, puisqu'un déplacement, c'est entre 70 et 100 euros pour un technicien. Ça, c'est rien que dans le bâtiment. Et Emmanuel, si on reprend l'exemple de Gilot tout à l'heure sur l'éclairage public en ville, tu n'as pas un exemple à nous donner là-dessus? En ville, oui, l'éclairage public, ça. Alors là, il disait que la plupart des villes maintenant étaient connectées. On en est loin encore, Gilot. Ça serait mon plaisir, ça, de voir que tout soit connecté. Mais oui, l'éclairage public, c'est 5,5 TWh actuellement. Donc, c'est ce qui consomme énormément. Alors, forcément, passer de l'halogène, comme il y avait historiquement, qui se chauffait, à du LED, fait économiser quasiment 40% de la facture électrique donc des villes. Mais maintenant, c'est aussi, je suis d'accord, piloté au candélabre. Donc maintenant, vous voyez de plus en plus d'ailleurs une intensité modulaire donc, des éclairages où les villes éteignent. D'ailleurs, c'est une loi qui est passée d'arriver à éteindre donc les éclairages publics la nuit à partir de 23 heures jusqu'à 6 heures du matin, je crois que c'est ça. Et donc là, ça permet ce pilotage par quartier, par zone, de pouvoir baisser la consommation et d'assurer aussi une maintenance, parce que de savoir, encore une fois, que tel équipement a une anomalie et il faut intervenir sur celui-là, ça évite encore des tournées, des tests et de faire des tournées pour rien. Voilà. Donc ça, c'est un enjeu fort. Mais on a aussi dans les villes la logistique du dernier kilomètre. Je ne sais pas si ça vous parle un peu, mais c'est le transport de colis. Alors, c'est l'enjeu fort, c'est l'optimisation finalement. Tout le monde achète, là on est en période de Noël, hein, le Black Friday vient d'arriver. Le Black Friday, tout le monde a acheté sur Internet des millions et des millions, hein, tout le monde ne s'arrête pas. Donc par contre, derrière, c'est comment distribuer ces colis, comment optimiser ces parcours, comment les camions, on voit, passent du temps à chercher des places de livraison, à laisser tourner leurs camions en ville, donc à être à moitié plein quand ils font des tournées. Tout ça, l'objet connecté, le fait d'équiper des camions de trackers, de géolocalisation, le fait de travailler sur l'optimisation de tournée grâce aux points de ramassage, aux points de collecte, aux points de livraison, permettent donc d'éviter encore une fois un nombre de kilomètres sur la voirie qui émet du CO2. Et ça, c'est aussi un impact fort dessus. Alors,
Ouais, Gilot, vas-y si tu veux. J'ai plein de réactions. Alors, j'espère que... Enfin, J'ai plein de questions en fait, mais vas-y. ouais. Bah, peut-être pose tes questions, Olivier, puis je réagirai après. Non, parce que ça partait sur un autre cas d'usage, mais c'était, on dit CO2, donc du coup, on a évidemment, on a l'impact sur l'environnement, notamment sur les sécheresses. Je crois qu'Emmanuel, vous avez des exemples sur ce que vous avez pu faire sur l'optimisation de l'arrosage, par exemple, qui est une autre ressource assez, assez importante, enfin, en tout cas dans les consos habituels. Je crois On que j'ai... parlait, oui, on parlait de la ressource en eau qui est importante et qui est tendue en période de sécheresse. Et forcément, déjà la mesure des nappes phréatiques, c'est des objets connectés qui remontent ces niveaux. Mais le pilotage d'arrosage a été fait au niveau des collectivités, au niveau de l'agriculture, d'arriver. Alors, tu parlais de stress hydrique un peu tout à l'heure. Donc, c'est utilisé justement pour optimiser la consommation d'eau à la plante. Une plante n'a pas besoin d'eau en permanence, ni de la même quantité d'eau tout au long de sa croissance. Et beaucoup de pertes d'eau sont faites. Donc, plus de 60% de l'eau d'arrosage est perdue parce qu'on arrose trop, parce que ça arrose à côté, parce que qui n'a pas, à un moment donné, vu un rond-point où l'arroseur a arrosé la route et pas le rond-point. Donc, déjà d'avoir des sondes, savoir est-ce que le terrain il est assez humide ou pas, il n'a pas besoin d'être arrosé parce qu'il a déjà plu. D'envoyer la quantité d'eau suffisante pour dire ça pénétrait tant de centimètres et donc c'est suffisant. Boum, on coupe par des électrovannes et on mesure combien par un compteur d'eau connecté, combien d'eau ont été délivrées sur la parcelle ou sur le rond-point. Ça, c'est des actions qui se font par des objets connectés. Il y Gilot, a... vas-y. Ouais, j'ai pris des notes, donc comme ça, je vais essayer de ne pas me perdre. Dans ce que tu viens de mentionner, Manu, il y a beaucoup de cas d'usage qui sont effectivement, semblent en tout cas intéressants. Et pour certains, le sont certainement de manière générale, et il y a des cas particuliers où ils sont un peu moins. Je pense que ce qui est très important dans tout ce que tu viens de dire, c'est la partie IoT responsable, dans le sens, est-on capable de déterminer à quel moment déployer de l'IoT, que ce soit pour l'agriculture ou pour les luminaires publics ou pour la gestion des tournées, cet IoT contribue à effectivement réduire plus que n'introduit ce qu'on appelle un effet rebond, c'est-à-dire qu'on va consommer plus. Je vais donner un exemple, enfin, des exemples. Tu disais que le compteur d'eau avait permis d'économiser combien de mètres cubes par seconde ou quelque chose comme ça? 2 mètres cubes par jour. Par jour. Connais-tu l'empreinte en eau d'un objet connecté dans le compteur d'eau? Très bonne question. Tant qu'on ne connaît pas ça, on ne sait pas dire si on n'est pas en train de dépenser plus de mètres cubes d'eau en fabriquant les objets que ce qu'on est en train d'éviter. Je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que le compteur connecté pour l'eau n'est pas pertinent. Je dis juste qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, Gilot, tu es capable de calculer ça de ton côté, Oui, c'est ça? c'est ce qu'on fait au quotidien. Eh oui. Et c'est comme ça qu'on aide les organisations à considérer si c'est pertinent ou pas. L'idée même de Mavana, la société qu'on a cofondée, elle m'est venue parce que j'ai appris que dans la ville de Carcassonne, il y avait des compteurs connectés qui détectaient les fuites d'eau souterraines. Et pour moi, c'était waouh, c'est un super cas d'usage, contrairement aux centaines de milliers de machines à café connectées que j'ai aidé à déployer par le passé. Je vais plutôt aider les gens à faire ça plutôt que des machines connectées, des machines à café connectées. Il s'avère que le cas d'usage du compteur d'eau, souvent, est très pertinent. Parce que, effectivement, quand on perd de l'eau, on perd vite et c'est pas négligeable. Cela dit, il vaut mieux quand même, d'un point de vue responsabilité, penser à combien je vais introduire en négatif et combien je vais potentiellement pouvoir économiser en positif et en faire un bilan simulé, ce sera toujours simulé bien sûr, mais déjà à peu près se mettre en ordre de bataille pour dire je ne vais pas poser un problème. Je vais revenir sur l'eau après, mais pour illustrer ça, j'ai un client qui est venu me voir il y a 3 ou 4 mois, qui se posait la question d'installer des prises connectées dans les bureaux pour pouvoir piloter l'extinction automatique
des équipements informatiques qui n'étaient pas éteints la nuit, alors qu'il n'y avait pas besoin. Enfin, il y avait des écrans, quelques ordinateurs. Et donc, de manière très responsable, cette société s'était dit, bah, tiens, on va installer des prises connectées, et puis toutes les personnes qui s'en vont du bureau et qui n'ont pas éteint, bah, au moins on sait que nous, à 22 heures, paf, on éteint tout, parce que de toute façon, à 22 heures, il n'y a plus personne au bureau, et puis ça va nous faire des économies. La prise connectée qu'ils avaient identifiée coûtait 16 € en promo, il me semble. Et quand on fait le calcul de combien coûte cette prise d'un point de vue environnemental, et ça se fait sur un coin de table assez vite, quand on est avec des gens qui connaissent le truc, on se rend compte que le retour sur investissement financier et environnemental de ces prises connectées pour économiser les quelques watts-heures dépensés par les écrans, c'est 7 ans. Donc voilà une société qui s'est dit, je vais essayer d'être responsable, je vais installer une prise connectée pour réduire mes empreintes électriques, mais quand on fait le calcul, en fait, l'économie financière et l'économie environnementale, elle n'était pas si intéressante. Non, mais je pense... Ouais. Il vaut mieux se mettre à changer ses pratiques. Il valait mieux pour elle qu'elle dépense le même argent dans de la sensibilisation auprès de ses employés, peut-être mettre des bonus ou je ne sais quoi, mettre en place, j'aurais incité à mettre en place le jeu du Chocoblast, c'est-à-dire que si quelqu'un n'éteint pas son écran et que le premier arrive le lendemain et que l'écran est allumé, bah, il dit un tel n'a pas éteint son écran et puis il paye les chocolatines pour tout le monde. Je vous dis, c'est efficace. Les gens éteignent. Je vais revenir sur l'agriculture. Tu parlais de l'irrigation en eau. On a Mavana et un partenaire qui s'appelle Bearing Point. On a passé la dernière année à étudier 7 cas d'usage IoT, dont tu as certainement entendu parler, puisque Synox a été primé dans ce livre blanc qu'on a commencé à rédiger, enfin, qu'on a partiellement publié, dont on va publier les évaluations environnementales un peu plus tard. Début 2023. On a étudié les cas d'usage et dans ces cas d'usage, il y a les luminaires publics, mais également l'agriculture, et notamment les pratiques agricoles d'irrigation. Et on a montré que l'Internet des objets permet effectivement de réduire de manière assez importante les consommations en eau quand c'est bien installé. Mais on a aussi montré qu'au Maroc, avec les mêmes solutions connectées, le gain de l'objet connecté n'est pas si probant. Pourquoi ? Parce que leurs pratiques agricoles sont déjà hyper efficaces. Donc la technologie, certes, mais elle n'est pas la réponse à tout. Donc en France, où on a pris l'habitude d'avoir de l'eau en abondance, effectivement, on arrose le trottoir, et dans quel cas, l'objet connecté est certainement pertinent. Mais avant l'objet connecté, il faut aussi se dire, est-ce que ce n'est pas mes pratiques qui pourraient être modifiées à moindre frais et sans ajouter de surconsommation environnementale sur ce point-là. Et oui. Donc, c'était une bonne analyse, en tout cas, parce qu'il faut vraiment se poser ces questions-là. Et c'est vrai qu'aussi, la technologie, il faut voir aussi ces évolutions technologiques. Parce que je parlais donc d'un coût d'objet, mais l'objet, maintenant, est-ce que dans une numérique responsable, pour nous, c'est ce qu'on essaye de s'atteler aussi chez Synox, de choisir et d'aller chercher et sourcer des objets qui sont avec des plastiques recyclables, qui utilisent donc pas des piles au lithium à l'intérieur, ni des batteries, mais qui sont ce qu'on appelle avec des systèmes harvesting, c'est-à-dire qu'ils sont autonomes en énergie, c'est-à-dire qu'ils arrivent à générer de l'énergie solaire ou différence de température, système Peltier ou piezo, pour éviter, déjà, qu'ils puissent ne pas avoir une obsolescence dans le temps, être le maximum de temps, parce que tu parlais de 7 ans, si on réduit, ça peut être 5 ans, ça peut être 3 ans, mais ça peut être 10 ans. Hein. Le but, c'est que finalement, ces objets soient le plus optimisés possible dans le temps. Et c'est là où on aura cet équilibre et cette équation que tu dis, c'est-à-dire l'effet rebond. Et donc là, je suis d'accord avec toi, il faut complètement le mesurer et pousser les donneurs d'ordre qui, de plus en plus, le demandent, à avoir finalement la mesure de l'empreinte carbone de l'équipement qu'ils veulent mettre en place et du coup, du retour sur investissement, mais du retour sur, alors ce n'est pas un retour sur investissement, c'est un retour sur environnement, on va dire, un ROE, qui est le plus pertinent possible. Et ça, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Emmanuel, c'est que finalement, tu te reprenais en disant investissement, mais l'un va avec l'autre.
Oui, Quand, exactement. la démarche de base du client qui venait voir Gilot pour optimiser l'éclairage, enfin, l'allumage de ses ordinateurs, il y avait deux pensées derrière. Il y a un, faire des économies, et deux, c'était bon pour la planète. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mixer ces deux éléments-là et de voir que numérique responsable, ça va de pair avec faire des économies. Déjà, toutes les pollutions qu'on fait derrière, la dépollution, elle coûte excessivement cher. Et d'autre part, bien choisir les chantiers sur lesquels qu'on va prioriser, c'est hyper important. Quand on le voit, effectivement, visiblement, sur de l'eau, de l'économie d'eau, ça a un impact relativement fort sur notre territoire, moins visiblement dans des zones à forte chaleur où les populations s'étaient déjà habituées. Mais peut-être que l'éclairage public, c'est intéressant quand on part de lampes à vapeur de sodium ou à vapeur de mercure pour passer au LED, mais qu'une fois qu'on est passé au LED, l'économie environnementale, au sens large, elle est peut-être dérisoire. Et qu'à un moment donné, il vaut mieux se concentrer sur un chantier annexe à côté, d'optimisation du trafic du dernier kilomètre, et qu'il y a peut-être une forme de… Ça m'y fait penser en même temps que je vous écoute, il y a peut-être une forme de listing pour les collectivités de c'est quoi vos priorités si vous deviez faire des chantiers d'optimisation énergétique ou d'optimisation des ressources. Quelles sont les priorités? Sur quoi il faut axer le plus au départ pour après, peut-être en s'inspirant bêtement de la loi de Pareto, d'aller vers ce qui est plus sur quelque chose d'epsilon parce que finalement, c'est marginal. Alors, Olivier, merci, parce que tu viens de dire ce qui est important sur le côté à quel endroit il est plus pertinent d'investir au début. Et Manu, oui, c'est bien un investissement. C'est à la fois un investissement financier et un investissement environnemental. Et tout comme aucune entreprise saine ne se lance dans un projet en se disant « je vais perdre de l'argent, je ne vais jamais en regagner », pareil pour l'investissement environnemental. Il faut juste savoir combien ça nous coûte et voir si c'est pertinent en termes de gains un peu plus tard. Pour ce que tu viens de mentionner, Olivier, sur l'éclairage public, je ne vais pas donner tous les chiffres, enfin, je vais pas donner les chiffres aujourd'hui, mais dans le livre blanc qu'on va publier, vous verrez, on a fait ce travail sur l'éclairage public et on a quantifié quel est le gain de la technologie LED versus ce qu'il y avait avant dans ce qu'on appelle les lampes à décharge, et quel est le gain que présente le fait de pouvoir télégérer à distance ces points lumineux. Et il y a un gain de l'IoT versus un scénario de référence où il n'y a pas d'IoT, mais ce gain, effectivement, est bien plus faible quand les candélabres sont déjà équipés de LED. Mais alors, vraiment bien plus faible. Donc à noter, inscrivez-vous à la newsletter de Mavana ou bien à celle de Digital 113 pour qu'on puisse vous informer dès que ce magnifique livre blanc sera publié. Parce que je pense qu'il y aura plein de chiffres très, très intéressants à récolter dedans. Donc, oui, des cas d'usage sur pardon. Dans la chaîne de valeur, enfin, je voulais après donner un peu la parole aussi à Olivier sur la chaîne de valeur et sur l'IT, puisque là, on parle du numérique responsable. On a dit que l'hardware était important, les réseaux étaient importants, mais au final, c'est qu'est-ce qu'on veut capter, qu'est-ce qu'on veut avoir comme information pour savoir s'il y a un retour sur investissement par rapport à cette donnée. Mais cette donnée aussi, et là, c'est là où l'IT rend tout son jeu, sur le numérique responsable dans l'IT a tout son sens, et comment aussi il faut faire attention sur l'éco-conception des plateformes. Et là, peut-être que Olivier, tu as un retour d'expérience à partager avec nous sur ce sujet. Je l'ai travaillé comme étant quelque chose qui va au-delà des plateformes. Tout à l'heure, tu parlais de capteurs qui avaient soit qui étaient faits à base de matériaux recyclés, soit qui étaient auto-alimentés. Du coup, je me suis intéressé aussi à cette partie-là pour la valoriser. Il y a un premier point, souvent, tout à l'heure, Gilot parlait de 2G, 3G, 4G, 5G. Moi, je trouve ça super intéressant parce qu'en travaillant régulièrement avec Emmanuel, on se rend compte qu'en fait, dans tous les cas de figure, je n'ai pas besoin d'avoir un besoin de diffusion très important de données. Donc là, on va partir de l'objet. OK, à quoi sert mon objet et comment par une approche by design, comment je me pose des questions qui font que je vais m'orienter vers tel capteur ou vers tel autre capteur. Donc, des questions, j'en ai plusieurs. J'ai la fréquence de diffusion. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir de la diffusion toutes les 2 minutes d'une donnée? Si je prends un compteur d'eau pour du particulier,
franchement, si on a, je crois que c'est 1 fois par jour, Emmanuel, Oui, déjà 1 fois par jour, c'est… voilà, déjà, c'est bien. La fréquence aussi de capture, c'est-à-dire que est-ce que j'ai besoin que ce capteur me récupère? En fait, j'ai la fréquence de diffusion et j'ai la fréquence de capture. Donc, si je prends le compteur d'eau prend une valeur à un instant T sur le compteur et la diffuse. Mais est-ce qu'il la diffuse plusieurs fois par jour ou est-ce qu'il la diffuse une seule fois par jour avec un petit paquet de tout ce qui s'est passé au cours des 7 derniers jours? Donc ça, il faut le prendre en compte. Parce que qui diffusion, comme disait Gilot, 1 giga, ça pèse lourd en matière de carbone. Donc après, il y a un autre point que je trouve super intéressant sur les capteurs, c'est l'usage de l'IA ou d'algorithmes embarqués dans le capteur. Alors évidemment, encore une fois, il faut peser le pour et le contre à chaque fois. Mais est-ce que si je fais du comptage de personnes, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un flux vidéo que je renvoie jusque sur le serveur? Parce que flux vidéo égale très grosse bande passante. Donc déjà, j'oublie certains types de réseaux. Et d'autre part, je me retrouve avec des masses de données assez volumineuses à faire transiter. Donc, certains capteurs embarquent des algorithmes qui font que le seul élément que j'envoie, c'est par exemple le nombre de personnes ou le nombre d'animaux qu'il y a à un instant T. Et donc, le pré-traitement, je le trouve vraiment intéressant, même si, encore une fois, et ça fait consommer le capteur, puisqu'il faut le faire tourner, cet algorithme en général. Donc, on en revient à ces fameux, je parlais aussi des capteurs autonomes ou auto-alimentés, ceux qui sont capables d'aller récupérer de l'énergie dans leur environnement, soit par de la transformation de température en énergie, soit par des vibrations, soit par tout un tas d'éléments de lumière qui font que le capteur est capable de s'auto-alimenter, qui génère lui-même sa propre énergie pour pouvoir fonctionner correctement. Emmanuel, tout à l'heure, tu parlais de quelque chose que je trouve super intéressant aussi, c'est, moi je le vois plus large, c'est l'origine des composants d'un capteur. Et ça rejoint ce que disait Gilot. Bon, évidemment, quand je fais fabriquer un capteur ou quand j'achète un capteur qui vient de Chine, j'ai la fabrication là-bas, qui n'est pas forcément aux mêmes normes que chez nous. On a le transport qui génère une belle empreinte carbone au passage. Et puis derrière, il y a son recyclage qui, parfois, en fonction des typologies de matériaux, n'est pas toujours aussi propre. Ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux toujours, en ayant pris en compte un certain nombre de facteurs, mais c'est peut-être intéressant de se préoccuper et d'aller chercher des acteurs locaux, des fabricants locaux. C'est pour ça qu'avec Emmanuel et Gilot, il y a déjà 2 ans, on a lancé la cartographie des acteurs de l'IoT pour essayer de recenser, de vous aider à recenser des fabricants, des industriels et même des sociétés qui font du soft, mais à proximité. Voilà. Et le dernier point sur les capteurs, c'est il y a des capteurs qui fournissent énormément de fonctionnalités, mais en fait, est-ce que j'ai besoin de toutes ces fonctionnalités? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas privilégier un capteur qui fait qu'une seule chose, à partir du moment où je n'ai besoin que de cette chose, hein, je le précise, pour ne pas multiplier les capteurs, mais il vaut mieux un capteur qui fait 2-3 fonctionnalités et uniquement les fonctionnalités dont j'ai besoin, plutôt qu'un capteur qui va récupérer énormément de données dont la moitié ne me sert pas, mais qui vont devoir transiter via les réseaux. Voilà. Si je passe à la deuxième étape, qui est les réseaux, je suis un peu plus rapide là-dessus parce que je suis moins connaisseur. Emmanuel peut-être pourra compléter. Mais je parlais tout à l'heure de la fréquence de transmission, mais j'ai aussi le poids de ce qui doit être transmis. Parce qu'en fonction de tout ça, je ne vais pas pouvoir utiliser les mêmes réseaux. Hein. Il y a les réseaux longue portée, les réseaux courte portée, les réseaux très courte portée, comme du Bluetooth, par exemple. Je ne fais pas la même chose, je n'ai pas le même usage avec. Mais ils n'ont pas le même impact non plus sur l'environnement. Quand j'ai besoin d'utiliser de la 5G, je sais que j'impose à toute la société d'avoir sur la zone en question l'équipement nécessaire pour que j'ai le bon signal et que je puisse diffuser correctement mes paquets de données. Quand je vais utiliser des réseaux longue portée, pardon, type ce qu'on appelle LoRa ou Sigfox, ça peut être intéressant parce que à côté de ça, ça veut dire que je n'ai pas des gros paquets de données. Par contre, que je veux les diffuser peut-être un petit peu plus loin, mais à une fréquence moins importante. Donc ça, c'est important de le prendre en compte parce qu'évidemment, tous ces réseaux télécoms ont un impact environnemental qui est assez important, puisque le matériel pour faire tout ça, l'énergie pour alimenter tout ce matériel, et
je rajouterais, posons-nous la question de ai-je vraiment besoin d'un réseau privé versus un réseau public? Alors, je les ai distingués, peut-être pas en termes vraiment métier qu'Emmanuel peut avoir, mais est-ce que sur place, dans mon usine, dans l'infrastructure dans laquelle je veux diffuser mes capteurs, est-ce que j'ai vraiment besoin de créer moi-même mon propre réseau ou est-ce que je peux aller me brancher sur un réseau déjà existant, ce qui fait que je n'augmente pas le nombre d'objets ou le nombre de ce qu'on appelle des gateways ou toutes ces choses-là qui font que j'ai encore une empreinte moins importante. Et puis, pour ce qui est des services, là, pour accompagner un certain nombre d'éditeurs sur ce sujet-là, on a identifié pas mal de choses. Alors, évidemment, la première chose, c'est l'optimisation du code. Ça, c'est avoir un code qui soit le mieux écrit possible, qui consomme le moins d'énergie possible, à savoir tout ce qui est requêtage aux bases de données. Il faut y faire attention parce que chaque fois que je fais des requêtes à des bases de données, je consomme de la ressource de ce côté-là. Et puis, il y a surtout parfois savoir si vraiment j'ai besoin de la fonctionnalité parce que avoir des plateformes qui peuvent tout gérer, ce n'est pas forcément le meilleur cas d'usage, même si ça vient se confronter aussi à des enjeux économiques, on le comprend. Il y a également un point sur lequel moi j'insiste relativement souvent, ce qu'on appelle le PRA, le plan de reprise d'activité. Donc, c'est quelque chose qui, pour ceux qui ont vécu des incidents OVH où des data centers peuvent brûler, par exemple, le PRA est un moyen assez efficace de protéger son activité puisque c'est ce qui va permettre à l'entreprise de redémarrer son activité dans un délai le plus court possible. Sauf que quand on voit les usages au quotidien, on constate que bon nombre d'entreprises vont aller vers ce qu'on appelle du zéro downtime, c'est-à-dire je backup tout, l'intégralité de tout ce que j'ai, sans réfléchir, et en me disant, comme ça, je redémarre évidemment le plus vite possible. Alors, quand j'utilise des machines virtuelles, je backup toute la machine virtuelle, comme ça, le jour où il y a un plantage, je reprends le backup de la machine virtuelle d'avant, et hop, là, en quelques minutes, je vais relancer. Mais posez-vous la question de ce que représentent les terras de sauvegarde de ces machines virtuelles. Pour sauvegarder quoi? Un operating system, un logiciel d'exploitation type Linux ou Windows dont vous avez le code source. Le programme dont vous avez le code source au niveau des outils que vos développeurs utilisent pour monitorer les changements dans vos logiciels. En fait, en réalité, la seule chose qui est vraiment cruciale à backuper, c'est votre base de données. Et déjà, elle représente une grosse quantité d'informations, surtout dans l'IoT quand on commence à capturer beaucoup de données. Donc, essayez de travailler sur ces parties-là parce qu'il y a un vrai enjeu au niveau de la volumétrie. Moi, j'ai des projets où la machine virtuelle pèse 16 gigas et où le backup n'en fait qu'un giga 6. On a divisé par 10 tous les jours de toute l'année. Donc, ça a un vrai impact aussi bien dans l'IoT que sur tous vos autres projets informatiques. Et puis, il y a un autre sujet qu'on voit assez peu chez grand nombre d'éditeurs, c'est ce qu'on appelle le cache. Alors, souvent, on connaît le cache sur le navigateur web, mais il faut savoir qu'il existe des caches sur les programmes serveurs, sur ce qui se passe sur les machines. Et ce cache, il peut avoir une utilité assez importante parce que à quoi sert de requêter plusieurs fois un programme si la donnée qui va nous restituer est la même toute la journée? Exemple, le compteur d'eau. Le compteur d'eau a transmis une donnée une fois toutes les 24 heures. J'ai des utilisateurs qui viennent chercher cette donnée plusieurs fois par jour, mais elle n'a pas changé. Autant les mettre dans un système de tampon. Une fois que j'ai fait le calcul, eh bien, je peux librement requêter faire cette même requête et obtenir le même résultat sans qu'il y ait le moindre calcul qui soit fait à nouveau. Et ça a un impact assez important, notamment sur l'usage de ce qu'on appelle de CPU, des processeurs qui sont assez consommateurs d'énergie en consommation, mais aussi d'énergie en refroidissement. Voilà. Et enfin, le dernier sujet qu'on aime bien aborder, alors qui est très lié au cloud, c'est une approche qui s'appelle serverless. Jusqu'à présent, la stratégie des entreprises, c'était de prendre des serveurs dédiés, puis de prendre des VPS, donc des serveurs virtuels privés. Aujourd'hui, la tendance, elle est de mutualiser un maximum de ressources au niveau des services d'hébergement, notamment. Et ça s'appelle le serverless. En gros,
je n'utilise la machine que quand il y en a réellement besoin, quand il y a des requêtes dessus. C'est une architecture qui est conçue pour démarrer extrêmement vite, donc c'est quasi indolore pour l'utilisateur. L'avantage, c'est que quand vous ne l'utilisez pas, cette ressource, elle est mise à disposition d'autres entreprises. Ça ne mélange pas vos données, ça n'est que de l'usage de mémoire, de CPU, d'infrastructures réseau. Et là-dessus, certains hébergeurs sont effectivement très en avance là-dessus, notamment des boîtes américaines, malheureusement, mais qui hébergent en France. Donc, pour ceux que ça intéresse. Et c'est des approches qui sont, je trouve, assez responsables d'un point de vue écologique. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait un certain usage de la plateforme parce que les machines continuent de tourner malgré tout. Mais plutôt que d'avoir un serveur qui tourne pour rien du tout, on peut espérer avoir un serveur qui tourne pour répondre aux usages et aux besoins de plusieurs entreprises en parallèle. Voilà. Moi, c'est un petit peu les bonnes pratiques que j'avais envie de partager avec vous de ce côté-là, sur ces 3 axes. Évidemment, s'il y a des questions, moi, je suis preneur. Hein, j'ai toujours plein de sujets, mais je suis sûr qu'Emmanuel et Gilot, vous avez des questions, peut-être vous aussi. Ouais. Peut-être que aussi un peu les personnes qui nous écoutent ont peut-être un peu aussi des questions, parce qu'on a parlé depuis 50 minutes, 55 minutes là. Et on a essayé d'aborder forcément un peu les sujets, mais le but c'est d'aller plus loin. Ce qu'on voulait aussi voir un peu avec vous, c'est s'il y a des sujets que vous avez envie qu'on creuse un peu ensemble, plus particuliers, donc bien sûr sur le numérique responsable, mais aussi sur l'IoT ou sur d'autres points. N'hésitez pas à nous faire savoir en disant on veut creuser ce sujet-là et on est prêt à monter un webinaire dédié à ce sujet-là. Donc, s'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées. C'est ce qu'on s'était vu avec Olivier et Gilot. Je pense que là, on est obligé d'aborder un peu de manière un peu générale avec des exemples, avec des cas d'usage, avec des axes de réflexion. Mais c'est tellement complet, complexe et passionnant qu'on peut tenir toute une saison avec plein de sujets. Oui, là, par exemple, Olivier, en 10 minutes, je pense, a ouvert des sujets de au moins 10 webinaires. J'en ai profité pour mettre dans le chat un lien vers le référentiel d'éco-conception de services numériques du gouvernement, pour ceux que ça intéresse. Olivier a déjà résumé pas mal de choses, mais dedans, pour ceux que ça intéresse, il y a tout un laïus sur le type de fonctionnalités ou autres qui sont intéressantes à prendre en compte quand on développe notamment des services web. Je voulais juste peut-être donner un ordre de grandeur, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Olivier a eu la gentillesse de nous décrire un peu en partant de l'éco-conception, enfin sans l'avoir mentionné, en fait tu commençais à parler d'éco-conception, où tu as parlé de matériel de réseau et des data centers, enfin en tout cas l'utilisation qu'on peut faire des data centers. Le rapport sorti par l'ADEME et l'ARCEP là, début 2022, en considérant 12 indicateurs environnementaux, a indiqué que les data centers pèsent 15% de l'empreinte environnementale du numérique en France, les réseaux 5%, et les terminaux, c'est-à-dire nos PC, nos téléphones, les objets connectés, etc., le reste, c'est-à-dire 80%. Donc, on est encore dans une loi de Pareto, comme l'a évoqué tout à l'heure Olivier. Si on doit faire de l'éco-conception, commençons par le matériel. A priori, c'est là qu'on a le plus de gains à faire. Cela dit, tout le monde doit faire sa part. C'est-à-dire que quelqu'un qui développe des services numériques peut faire de l'éco-conception dans le développement. Les gens qui font du réseau peuvent faire de l'éco-conception dans les réseaux. L'utilisateur, le client, qui va vouloir utiliser, qui va vouloir quantifier son empreinte environnementale pour peut-être se dire, tiens, j'aurai un bénéfice à utiliser de l'IoT, par exemple, devrait commencer à se poser des questions sur le matériel. Olivier nous a dit, par exemple, réduire la taille des backups, etc. Je pense que c'est très intéressant. Si on a la possibilité, peut-être que réduire l'épaisseur du plastique d'1 millimètre est plus intéressant d'un point de vue environnemental. C'est là où il faut aussi voir à quel endroit on peut mettre, ce que tu disais Olivier tout à l'heure, quelle est la priorité d'investissement.
je ne dis pas qu'il faut, il faut surtout continuer à faire de l'éco-conception des services numériques, mais quand toute chose étant égale par ailleurs, regardons où est-ce qu'il y a le plus fort impact. A priori, puisque 80% des impacts sont côté matériel, enfin des terminaux, encore une fois, c'est vraiment le côté on en a plein et puis chacun pèse d'un point de vue environnemental, c'est peut-être là qu'il est intéressant de regarder. Gillo, je crois qu'on a une question. Oui. Je trouve ça intéressant que ce soit toi qui réponde. Doit-on freiner au maximum la démocratisation des objets connectés au regard de l'ACV? L'analyse du cycle de vie. Ouais. Voilà. Serait-il pas plus responsable d'orienter juste vers le bien commun et la santé? Alors, je pense qu'il y a une notion de jugement de ce qui est bien que je ne prétendrai pas y répondre. Par contre, le GIEC a répondu. Donc, le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui a répondu dans le dernier volet du rapport du GIEC qui est sorti cette année, et de mémoire, page 13, ils indiquent dans le résumé pour décideurs que le numérique, l'Internet des objets, la robotique, etc., peuvent permettre des économies d'énergie, de réduire certaines inégalités, d'en augmenter ailleurs, et permettent de nous mettre dans une trajectoire où on pourrait réduire nos empreintes environnementales. Mais juste derrière, ils nous mettent en garde sur l'effet rebond, ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Manu, sur attention, il y a certains usages que l'on peut faire sur de l'IoT qui semblent pertinents et qui, au final, vont créer une surconsommation à côté. Donc, si je n'ai pas la bonne page, je vous paye le café. Et si c'est la bonne page, vous pouvez le lire. Et vous pouvez, je pense que sur le site de Mavana, d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure un lien sortir sur le chat. Il y a un résumé, enfin, on a fait une sorte de fiction résumée où on interroge Dr GIEC et dedans, il donne non seulement des informations quantifiées, mais également quels sont des cas d'usage qui ont été identifiés par le GIEC de l'IoT qui peut être pertinent pour le bien commun. Et alors là, je ne vais plus faire de mémoire, je vais chercher, parce que j'avais préparé un slide à la base pour ça. De mémoire, il y en avait 8, c'est ça. Donc, on a le Smart Grid. Donc, le GIEC dit la télégestion de l'infrastructure électrique est hyper intéressante d'un point de vue environnemental, grâce à l'IoT, j'entends, la télégestion. Smart Agriculture, donc Smart Grid, Smart Agriculture, l'autopartage en boucle. Donc, l'autopartage, ce sont les véhicules qui sont partagés et la démocratisation, j'y arrive plus, la démocratisation de l'autopartage a été rendue possible grâce à l'IoT pour pouvoir réserver, ouvrir le véhicule, etc. Depuis son mobile. Le bâtiment connecté, les smart logistics, tout ce que Manu a évoqué pendant le call, là, l'éclairage public, et l'usine connectée. Alors, l'usine connectée, pourquoi? Pour réduire les déchets, pour gérer les consommations énergétiques, notamment. Chaudière et consommation énergétique. Voilà, chaudière, climatiseur, etc. Donc, ordre de grandeur, 80 dans les terminaux, 5 dans les réseaux, 15 dans le cloud. Cas d'usage pertinent, le GIEC nous en donne quelques réponses. J'espère qu'on pourra tous aller vers le bien commun, comme le dit Prisca. Merci Gillo pour ces précisions diaboliquement fines. Est-ce qu'on peut ouvrir un peu les questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à nous poser la question directement. Donc là, on peut prendre quelques minutes pour échanger. Les gens ont tous faim. En attendant, qu'il y en ait quelques, n'hésitez pas. J'ai une petite anecdote moi, que j'ai eue là récemment sur le bâtiment, me fait penser à ça, parce que là, pour le bien commun, on doit réduire à 19 degrés. Hein, Monsieur le Président nous a dit qu'il fallait qu'on réduise tous à 19 degrés. Bon, déjà, moi, je travaille avec énormément de bailleurs sociaux. Ils ne savent pas déjà dans les logements à combien de degrés sont les logements. Donc, ils ne peuvent pas régler les choses. Ils ne peuvent pas régler à distance.
et les chaudières, c'est souvent du collectif. Donc derrière, quand on règle pour tout le monde. Donc ça, c'est déjà compliqué à mesurer. Après, il va y avoir peut-être des délestages donc d'électricité, c'est-à-dire des coupures. Donc pour essayer de réduire finalement notre dépendance et notre consommation énergétique. Mais le fait de couper dans un bâtiment coupe l'ascenseur. Voilà. Et pour remettre l'ascenseur, c'est obligatoirement un technicien qui intervient physiquement pour le remettre en marche. Donc chaque coupure d'ascenseur, tous les techniciens doivent repartir parce que ça ne se fait pas à distance. Ça ne se fait pas pour l'instant, à distance en tout cas. Donc ton effet rebond aussi, comme tu dis, c'est valable sur on va dire le système, la solution IoT, est-ce qu'elle réduit son empreinte carbone par rapport à ce qu'elle a consommé, mais est-ce que l'impact finalement de ce qu'on veut arriver à faire ne va pas aussi avoir un effet rebond contraire à ce qu'on veut arriver à réaliser. Là, peut-être qu'on sort un peu de l'IoT, mais là, moi, les bailleurs sociaux me disent, est-ce que les ascenseurs, on peut mettre des équipements pour les redémarrer à distance? Parce que derrière, on veut éviter ce déplacement de technicien qui doit faire. Il y a 100 000 ascenseurs en France. Oui, Manu, je pense que tu viens de dire quelque chose d'important et c'est l'approche que nous, enfin en tout cas le pari qu'on a fait chez Mavana, c'est qu'il n'y a pas de réponse absolue en disant c'est bien ou c'est pas bien. Il faut toujours comparer le scénario de référence avec le scénario où on introduit la technologie et on fait le pour et le contre. Dans le cas que tu mentionnes, il y a effectivement des déplacements qui vont certainement être nécessaires par les techniciens s'il n'y a pas d'IoT. Est-ce que ces déplacements coûtent plus ou moins que l'introduction de l'IoT? C'est quelque chose qui peut être modélisé et qui peut être quantifié. Est-ce que ça permet d'avoir quelques questions? Juste peut-être une autre anecdote, parce qu'elle est d'actualité. Olivier, tout à l'heure, tu parlais de réseaux publics ou privés. J'ai envie d'ajouter la notion de réseau propriétaire, ou en tout cas de technologie propriétaire. Dans l'éco-conception, on recommande le moins possible d'utiliser les technos propriétaires. Il y a quelques jours, Orange a annoncé arrêter son service de maison connectée janvier 2023 et que tous les clients qui ont acheté des solutions via cette plateforme Orange qui utilisait une techno propriétaire basée sur la technologie DECT, donc qui est de l'IoT de grand-père, vont se retrouver avec des carcasses électroniques qui ne fonctionnent plus. Et ces produits étaient encore vendus jusqu'à il y a un mois. Ça, c'est malheureusement, toutes les technologies ne sont pas mauvaises, hein, mais c'est malheureusement un moment où un choix où on a fait quelque chose de propriétaire, on arrête le service, les clients qui ont ce côté propriétaire ne peuvent pas les utiliser parce qu'il n'y a plus personne d'autre qui les opère. Même client, même cas avec Orange, les personnes qui ont acheté non pas des produits qui parlaient que la technologie qui était mise en place par Orange, mais des technologies qui sont supportées par d'autres fabricants, vont pouvoir continuer à utiliser leur objet connecté, mais à travers d'autres plateformes. Donc, ça rentre aussi, je pense, dans l'éco-conception, ce choix de propriétaire versus quelque chose d'un peu plus standard. Et vu qu'on n'a toujours pas de questions, je rebondis dessus, je vais t'en poser une question. Justement, là, on parle de matériel qui devient après obsolète ou qui n'est plus utilisé. Où est-ce qu'on en est du recyclage des composants électroniques d'un objet connecté? Est-ce qu'on pourrait reprendre des objets, j'en ai là, est-ce qu'on peut arriver à reconditionner un objet connecté en extrayant finalement ses chipsets, son module de connexion, etc., dans d'autres objets? Est-ce qu'il peut y avoir une méthodologie de recyclage? Alors, je vais te faire une réponse. Je vois qu'il y a Célia dans l'Assemblée. Peut-être qu'elle pourra également intervenir, parce qu'il y a un groupe de travail, un groupe de réflexion qui travaille là-dessus aujourd'hui en France, en tout cas. J'ai envie de distinguer plusieurs choses. Il y a le réemploi, le reconditionnement et le recyclage. 3 options avant d'arriver à la mise en déchet. Le réemploi, c'est quoi? C'est quand un objet est là et encore fonctionnel, son utilisateur n'en a plus besoin, et le remet dans un circuit pour que quelqu'un d'autre l'utilise.
Alors, ça peut être un utilisateur qui n'en est pas propriétaire, dans un mode de leasing, par exemple, et ça, c'est un peu plus facile parce que le propriétaire peut le récupérer et le redonner à quelqu'un d'autre. Il y a le reconditionnement, où là, le produit n'est peut-être plus exactement nickel et on va le remettre dans des bonnes conditions. Là, souvent, il faut passer par le fabricant ou au moins quelqu'un qui a la main, donc un distributeur ou quelqu'un d'agréé qui va pouvoir repolicher un peu le plastique, changer l'écran, remettre un nouveau logiciel un peu plus à jour, etc. Et ça, il y en a. Il y en a qui le font. Certains qui sont plus avancés que d'autres. Par exemple, le fabricant Altior en France a mis en place toute une logique dès la R&D de comment on va faire pour pouvoir récupérer cet objet et le remettre dans un circuit commercial pour nous. Et il y a dans cette vertu de ce reconditionnement, il y a d'une part ne pas avoir à reproduire des objets, et du coup, de facto, on réduit l'empreinte environnementale de ce circuit. Il faut prendre en compte les coûts du transport et tout, mais a priori, c'est plutôt bénéfique. Mais il y a même d'un point de vue économique pour le fabricant, eh bien c'est un business qu'ils vont refaire sans avoir à réinvestir, a priori, encore une fois, dans un coût trop énorme. Il y a quand même un frein à ça, c'est les coûts de la main-d'œuvre. On a des cas où l'objet connecté coûte 10 €, 15 € au fabricant. Mais le fait de le faire revenir dans son usine et d'avoir une personne, a priori, et le reconditionnement aujourd'hui, l'automatisation est assez difficile, mais d'avoir une personne qui va peut-être passer 30 minutes, 1 heure à reconditionner l'objet, va faire que le coût du reconditionnement reste encore compliqué à absorber. Et donc, pour moi, c'est le frein le plus important. Il y a des freins technologiques. Récupérer des alliages où on a un alliage plastique, il n'y a guère que le fabricant qui va pouvoir faire du recyclage de ça, parce que c'est le seul qui connaît vraiment quels sont les composés qui sont dedans. Donc ça, c'est un des freins, mais pourquoi pas, à la rigueur, c'est une technologie qui peut être mise en place. Les freins les plus importants, c'est la finance. C'est la finance à reconditionner et le coût à récupérer de l'étain. Donc, on peut récupérer sur un PCB, on va mettre ça dans un four, on va chauffer à quelques centaines de degrés, on va récupérer du métal fondu, on va pouvoir le réutiliser et le recycler. Seulement, le coût énergétique, financier et énergétique du four, c'est pas négligeable. Et puis, le coût de l'étain est pour l'instant tellement, ou du cuivre, tellement ridicule que les gens ne le font pas. Pour l'or, c'est différent. L'or a tellement de valeur que les gens continuent à essayer. Le silicium? Le silicium, pour l'instant, le coût je dis encore pour l'instant, on va voir comment ça se passe dans les années qui viennent, mais pour l'instant, le coût est tellement ridicule que les gens ne prennent pas le temps à cause du coût de la main-d'œuvre. En fait, si on arrivait à automatiser des choses avec une énergie nécessaire, pas énorme, bah pourquoi pas, mais il n'y a pas de magie. C'est du matériel, il faut de l'énergie pour faire que ce soit solide, et pour le défaire, il faut aussi de l'énergie. Donc, c'est là où il faut faire le calcul. Je crois qu'on a Ludovic qui nous pose une question. Est-ce qu'il y a un ranking des technos radio en termes d'efficacité environnementale? C'est assez pointu, mais… Oui, pour la différence entre du 2G, du 3G, du 4G, du 5G, du LoRa, du Sigfox, du satellite. On va voir, il y a eu des études qui ont été faites sur la consommation énergétique par technologie. Tu as éventuellement une source là-dessus qui peut… Tu as un article sur Synox là-dessus ou pas? Enfin, sur ton site Que je vois. Je n'ai pas en tête là-dessus. Okay. Peut-être que Gilles là, hein, parce qu'il a tout là, dans son livre blanc qui va paraître. Non, sur les technos, non. Sur les technos, non. Par contre, pour rebondir, je ne sais pas si Ludovic avait vu le début, mais l'efficacité environnementale, il faut définir sur quelle dimension. Parce qu'il y a carbone, ressources naturelles, fossiles, pas fossiles, énergie primaire, etc. Ranking, à ma connaissance, il n'y a pas un tableau qui dit ça, c'est mieux que ça. Ça va toujours dépendre du cas d'usage. Et dans les considérations à prendre en compte, c'est est-ce que l'infrastructure est existante ou est-ce qu'il va falloir en déployer une de manière dédiée? C'est ce que disait Olivier tout à l'heure. Ouais. Moi, j'aime bien, il y a 2-3 ans, enfin, c'était avant Covid, on avait visité l'Innovation Center d'Orange en région parisienne et ils nous montraient la différence entre une antenne 4G et une antenne 5G.
Bah, évidemment, je bombarde beaucoup plus largement et de manière avec comme l'équivalent d'un tuyau beaucoup plus large avec de la 5G, de manière beaucoup plus précise. Mais quand on voit la technologie utilisée pour une antenne 4G et celle utilisée pour une antenne 5G, elle n'a rien à voir. Dans un cas, j'ai un matériel qui doit sans doute coûter relativement peu cher à produire, la 4G. Ça ressemble à, vous savez, les vieux fluos là, avec des râteaux en lamelles de inox. Voilà. Là, on a une antenne 4G. Une antenne 5G, c'est un bijou technologique. C'est blindé de composants, d'énormément d'électronique. Donc, on peut très vite, juste comme ça, se dire, OK, cette antenne, elle coûte beaucoup, elle a un impact de production, de fait, qui est largement supérieur. Je ne sais pas, par contre, identifier la conso pour alimenter ces deux antennes. J'aurais tendance à penser qu'il est probable que la 4G nécessite beaucoup plus d'énergie compte tenu du fait qu'elle diffusait dans tous les sens, à peu de choses près. Là, Gilles, peut-être avec tes expériences passées chez Sierra. Même, je te dis, la 2G consomme énormément d'énergie. Ouais, je ne suis pas étonné. C'est pour ça qu'ils veulent tous les éteindre, en fait, hein, toute Les la 2G, parce opérateurs. que ça consomme énormément d'énergie. Pourtant, c'est amorti, vous me direz, et c'est amorti, donc laissons-le. Mais au niveau consommation énergétique, par rapport à une antenne 5G, je ne sais pas mais c'est fois 10, je crois. Ouais, et puis on rentre, bon, sans rentrer en débat, puis je vois qu'il y a Mallory qui a posé une question très Oui, c'est précise. ce que j'allais dire. Il y a tout le débat sur la 5G parce que effectivement, d'un point de vue atomique, ça consomme moins. Donc le coût du transit d'une information sur le réseau 5G coûte de manière atomique moins que le coût de la même taille d'information sur un réseau 4G ou encore 2G. Mais c'est la masse qu'on empile de tous ces trucs-là qui font qu'il y a un effet rebond. Donc c'est là où il faut aussi prendre garde à ça. C'est ce Juste qui pour transite dessus qui est pertinent, hein, parce que si on transite de la donnée utile, c'est bien. Si c'est pour transférer des vidéos TikTok Ouais, ou du jeu. ou du jeu en ligne, bon, bah là, Ouais, tout à forcément, fait. c'est quand tu consommes pour rien. Tout à fait. Et pour donner un ordre de grandeur, sur la 5G, je n'ai pas encore les informations, mais la consommation énergétique d'un gigaoctet sur un réseau 4G pèse 7 fois plus lourd que la consommation énergétique du même gigaoctet sur un réseau filaire en France, en termes d'empreinte environnementale. Enfin, de consommation énergétique, pardon, en termes de consommation énergétique. Cela dit, sur l'intégralité du cycle de vie, les antennes sont beaucoup plus efficaces que le réseau filaire, tout simplement parce qu'une antenne à installer, bah, c'est on pose un mât, alors que le réseau filaire, il faut faire venir des mini-pelles, on va creuser, on va mettre du goudron Ouais, par-dessus, t'as etc. beaucoup de cuivre qui t'en est partout, etc. Ouais, donc ben, voilà, il y a à boire et à manger, il y a du bon et du mauvais dans chacun des cas. Euh, Est-ce que l'un d'entre vous pourrait répondre à Mallory qui demande, quand on parle d'IoT responsable, aborde-t-on également l'aspect social? oui, merci beaucoup pour la question. Ça pourrait être un webinaire à part entière, hein, parce que là, Ouais, voilà, on fera un webinaire à part entière. Pour information, donc chez Mavana, on dit que on aide nos clients en regardant 4 dimensions technologiques, environnementales, économiques et sociales. Et quand on dit social, c'est qu'effectivement, on tente, du moins, d'identifier quelles sont les externalités de l'introduction de la nouvelle technologie. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être requalifiées ou formées. Certaines personnes qui ont plus de difficultés d'accès aux technologies numériques et qui, du coup, on va mettre naturellement de côté. Et donc, on essaye d'aborder ces sujets-là. C'est pour ça que chez Mavana, il y a Julie qui est consultante et évaluatrice en qualité de vie et conditions de travail, pour qu'on prenne ça en compte, au-delà de tous les chiffres que j'ai pu vous donner aujourd'hui sur l'empreinte environnementale, sur les critiques de la techno, etc. On a également cette approche-là. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette miracle, mais du moins, on essaie de les prendre en compte dans les projets des clients. je pense qu'il faut qu'on clôture maintenant, puisque on a dit qu'on gardait 1 heure. N'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez avoir, on peut envoyer peut-être une petite présentation si on avait 2, 3 infos, ou en tout cas les liens, et le lien sur le replay, si vous voulez le partager à d'autres, à revenir vers nous pour nous transmettre vos coordonnées, vos mails, parce que je ne sais pas si on les a tous, hein, si vous êtes tous passés par billet web ou pas.
Mais en tout cas, c'est intéressant donc, de pouvoir garder le lien, le contact, si vous voulez partager sur les prochains webinaires qu'on peut faire ensemble sur ce sujet. Merci. Merci Merci Manu. à toutes et à tous et on vous dit à très vite. Merci à vous. Au Merci revoir. beaucoup. À bientôt.